Le salafisme, voilà encore un terme fourre-tout, où finalement chacun met ce qu'il veut mettre, mais il faut revenir aux fondamentaux. Et quand on regarde l'étymologie du terme, en français, bien sûr, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que le terme vient de l'arabe, salaf, qui veut dire les anciens, les générations qui nous ont précédés. Et si on rajoute le qualificatif de salih, salaf salih, cela veut dire les ancêtres pieux. Donc quand dans la théologie musulmane, on utilise le terme de salaf salih, cela veut dire les premières générations, c'est-à-dire la génération du prophète et les deux qui suivent. Et quand on se réfère à eux comme étant les salaf salih, les ancêtres pieux, on les considère comme étant les pères, n'est-ce pas, de l'islam, qui ont été éduqués par le prophète lui-même directement, qui ont vécu durant la révélation du Coran, et ces premières générations qui ont éduqué aussi les générations qui ont suivi. Et donc, on a tendance, avec raison, à les considérer comme étant des modèles, n'est-ce pas, des références en termes de piété, de vertu et de spiritualité. Donc, c'est cela la définition de base. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant de cette définition, les évolutions historiques, ceux qui se réclament de cette définition, comment ils se comportent, comment est-ce que les autres les jugent, tout cela, c'est la réalité qui doit nous montrer un peu tout cela. Comment ils se comportent et comment ils devraient se comporter surtout, parce qu'il y a aujourd'hui une confusion conceptuelle autour de ce mot-là. Qu'est-ce qu'il faut mettre justement dedans, le salafisme? Dans sa définition de base, personne ne doit avoir peur de ce mot, parce que c'est simplement une volonté de prendre pour exemple, pour modèle, les premières générations de musulmans qui étaient proches de la source du Coran et qui étaient proches, n'est-ce pas, de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc par rapport à cela, il ne devait pas y avoir de problème. C'est un peu comme si aujourd'hui, les Occidentaux réclament leur appartenance à la philosophie grecque et qu'ils continuent à citer Socrate depuis combien de siècles. Personne ne dira c'est mauvais. Donc c'est juste une question de se dire quel est notre modèle, n'est-ce pas? C'est les premières générations. Mais, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, comment faire en sorte que cette compréhension soit positive, c'est une question importante. Clairement, un salafiste, c'est quelqu'un qui se distingue par la pureté de sa foi? Non, je ne suis pas d'accord. J'ai défini le terme. Maintenant, entre le terme et une personne qui s'en réclame, il peut y avoir un fossé. Donc, on ne peut pas dire que le salafite, c'est quelqu'un qui est pur dans sa foi. Non, le salafite, c'est quelqu'un qui réclame faire des premières générations son modèle. Maintenant, est-ce qu'il est à la hauteur du modèle lui-même? C'est une question à poser. Les premières générations, c'est-à-dire les 3 premiers siècles de l'islam? Oui. Donc ces personnes sont dépassées par les événements? Peut-être oui, parce qu'il est en train de vivre. Cette personne est en train de vivre dans une période qui est différente de ces périodes. Donc, il se réclame de ce modèle, mais il n'est plus dans les mêmes réalités. Le salafisme donc est caduc, on ne doit plus parler de salafisme? Non, on peut en parler, comme je l'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, quand l'Europe réclame son appartenance à la philosophie grecque, on ne peut pas dire que l'Europe est caduque. Donc, quand des musulmans se réclament de ce modèle, c'est même une bonne chose en soi, le fait de dire quels sont nos fondements. Par exemple, on parle des pères de l'Église. Voilà, j'aime bien cette comparaison, on parle des pères de l'Église, on vous dit Saint-Augustin, etc. Personne ne dira c'est une mauvaise chose en soi. Donc on a besoin de modèles et de repères, n'est-ce pas, et de miroirs. Donc c'est une bonne chose en soi. Moi je préfère d'ailleurs savoir quel est ton repère, quels sont tes modèles, que de ne rien savoir de ton modèle et de tes fondements. Se réclamer d'une idéologie, c'est quelque chose, mais se référer à des pratiques qui ont eu lieu il y a de cela des siècles derrière, ça ne nous avance pas aussi. Maintenant, c'est ça la grande question. C'est-à-dire, c'est la question que la littérature islamique pose en disant dans quelle mesure il faut réfléchir pour savoir rester fidèle à l'authenticité, n'est-ce pas, mais aussi tout en, n'est-ce pas, étant dans le mouvement. Donc c'est la grande question. Hein?
comment préserver le patrimoine, la tradition, parce que nous avons besoin d'un patrimoine, nous avons besoin de repères historiques pour fonder notre identité musulmane. Donc, ces premières générations constituent les pères de la tradition musulmane. Nous avons besoin de cela, sinon, effectivement, on n'aura pas d'identité. On n'aura pas d'identité de base. Mais maintenant, ces générations-là avaient un certain rapport au texte coranique et à l'enseignement du prophète. Donc, il faut savoir avec intelligence qu'est-ce qui est immuable, qu'est-ce qui est fondamentalement important à garder. Donc là, on est dans l'authenticité, mais en même temps, les exigences des évolutions historiques que nous devons comprendre pour être suffisamment outillés par rapport, n'est-ce pas, à nos références scripturaires, et aussi ne pas répéter une expérience historique, n'est-ce pas, et la figer dans l'histoire, n'est-ce pas, et la momifier. Un salafiste, c'est un homme dangereux? Normalement, un salafiste ne devrait pas être un homme dangereux. Maintenant, on peut trouver dans la rue, au Sénégal, partout dans le monde, on peut trouver quelqu'un qui se dit salafite et qui va faire des actes qui sont dangereux pour les gens, et en même temps des actes qui sont même en porte-à-faux avec la réclamation, n'est-ce pas, du salafisme. Comme je l'ai dit, se réclamer du salafisme, ça devrait juste être puiser, n'est-ce pas, les valeurs, n'est-ce pas, de ces générations. Et maintenant, est-ce qu'on peut trouver dans la littérature, parmi ces générations-là, des gens qui avaient le comportement que n'importe quel salafiste de notre temps est en train d'avoir? Y a-t-il des salafistes au Sénégal? Oui. Si ces gens-là se réclament du salafisme en termes de définition originelle, comme je l'ai dit, parce que simplement ils veulent être proches, n'est-ce pas, de ces générations qu'ils considèrent comme étant les pères de la tradition musulmane, ils ont raison, parce que c'est le fondement de l'identité musulmane. Et d'ailleurs, de tous les musulmans. Si vous allez aujourd'hui voir les chiites, si vous allez aujourd'hui voir les confréries au Sénégal, par exemple, vous avez toujours le terme Magni. Magni. Personne n'osera dire que c'est une mauvaise chose en soi. Donc, on a besoin, n'est-ce pas, de pères fondateurs. C'est des pères qui sont, on peut dire, les modèles, ou bien les garants, ou bien les référents par rapport à la tradition musulmane. On a besoin de ça. Maintenant, comme vous le savez, se réclamer de ces, n'est-ce pas, de ces pères, n'est-ce pas, et ne pas avoir l'intelligence qu'eux ils avaient, et ne pas confondre leur temps, leurs défis propres, n'est-ce pas, et comment ils se sont comportés pour relever ces défis qui leur étaient propres dans leur temps. Là, par contre, il peut y avoir des problèmes. Parce qu'un salafite qui vit aujourd'hui au XXIe siècle, s'il ne comprend pas le contexte dans lequel il vit, s'il n'a pas une bonne connaissance des références scripturaires de l'islam, il peut faire n'importe quoi au nom du salafisme. Et ce serait dommage. Pourquoi cette diabolisation alors du salafisme? Je pense que la diabolisation du salafisme est partie des confrontations géopolitiques entre le monde arabo-musulman en particulier et l'Occident. Et il y a des groupes qui se sont réclamés du salafisme, n'est-ce pas, qui ont agi dans ce cadre conflictuel, et le reste, ça a été, n'est-ce pas, la propagande occidentale pour maintenant diaboliser presque l'ensemble du monde musulman par rapport à des actions de certains groupes. Mais si je vous dis que il y a des temps, peut-être des gens peuvent être étonnés de cela, il y a des temps où le salafisme, n'est-ce pas, avait pignon sur rue, même en Europe. Par exemple, si on prend Mohamed Abdou se définissait comme un salafite. Et il a essayé de réformer l'enseignement islamique en Égypte au XVIIIe siècle, XVIIIe, XIXe siècle. Il n'a pas réussi à le faire parce qu'il y avait beaucoup de résistance. Jamaluddin al-Afghani aussi était un réformateur qui se réclamait du salafisme. Au Pakistan aussi, il y avait des courants salafites, mais qui n'étaient pas du tout dans la même vision ou doctrine que le salafisme qu'on attribue par exemple à quelqu'un comme Abdul Wahhab au Hijaz, en Arabie Saoudite. Donc il y a salafisme et salafisme. Et aujourd'hui, si vous regardez la littérature orientaliste, c'est-à-dire les islamologues européens, ils considèrent que Mohamed Abdou, Jamaluddin Afghani étaient des salafites, mais réformistes, donc modernisants. Alors que, pourtant, aujourd'hui, il est plus admis
en tout cas il est plus communément expliqué aux gens, que le salafisme par définition c'est l'obscurantisme, c'est le Moyen-Âge.